Alors nous nous retrouvons pour notre troisième séquence sur le thème « Quel état de notre démocratie en santé ?» Donc 20 ans après le vote de la fameuse loi du 4 mars 2002 sur la démocratie sanitaire, comment favoriser la démocratie en santé? Quels sont les leviers pour encourager la participation des personnes concernées? La paire aidance est-elle une formule à développer dans cette optique? Pour répondre à toutes ces questions, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Olivia Gross, directrice adjointe du laboratoire éducation et promotion de la santé, titulaire de la chaire de recherche sur l'engagement des patients, je sais que vous y tenez, et Robert Fischer, médiateur en santé pair au sein de l'association Opelia, une entité qui intervient notamment dans le domaine des addictions. Première question que je voudrais poser à Olivia Gross, puisque ça on l'avait évoqué quand on avait préparé ce plateau, cette séquence, vous aviez beaucoup insisté sur la nécessité de vraiment bien définir ce que c'est que la démocratie en santé, parce que c'est un mot un peu valise, c'est vrai. Alors qu'est-ce que c'est que cette démocratie en santé? Comment est-ce qu'on peut la définir? Et pourquoi c'est important de strictement la définir? En fait, c'est une question que je vous ai posée quand on m'avait dit on va parler de démocratie en santé. Rappelez-vous, je vous ai dit de quoi on parle. En fait, et je prétends vraiment pas avoir le fin mot de l'histoire. Mais en tout cas, je constate qu'il y a différentes acceptions qui courent. Il y en a qui la voient comme le respect des droits des usagers, les droits individuels et collectifs, et qui résument à ça la démocratie en santé. Il y en a d'autres qui pensent toujours qu'il y a les droits, mais que ça intègre aussi tous les lieux de concertation des politiques et des orientations en santé, telles la Conférence nationale de santé, telles les conférences régionales de santé et de l'autonomie. Donc lieux qui veillent à l'effectivité des droits et qui propose des orientations pour les politiques de santé, la mise en œuvre des politiques de santé. Alors, ils pensent ça notamment... Alors, c'est vrai que dans ces lieux sont multi-professionnels. Ils pensent qu'il y a toutes les parties prenantes qui sont représentées. Et c'est vrai qu'il y a toutes les professions en santé, c'est vrai qu'il y a toutes les corporations, et c'est vrai aussi qu'il y a les représentants d'usagers. À mon sens, ce qui mérite que ces lieux soient intégrés à la démocratie en santé, c'est pas qu'il y ait tous ces profils de participants, c'est simplement le fait qu'il y ait des représentants d'usagers. Parce que sinon, on dirait que c'est des lieux multiprofessionnels. Bien sûr. On dirait pas c'est la démocratie en santé. Ça suffirait. Donc ce qui mérite cette appellation, c'est le fait qu'il y ait des représentants d'usagers. Donc à partir de là, j'en déduis quoi? J'en déduis que la démocratie en santé, à côté des droits bien sûr, mais tout ce qui va soutenir, encourager et réaliser la participation des personnes concernées. Alors cette participation, alors aussi les moyens, parce que par exemple, avoir des informations transparentes, ça fait déjà partie de la démocratie en santé. Accéder au processus décisionnel ou savoir comment ça se passe, avoir accès aux connaissances, ça fait déjà partie de la démocratie en santé, puisque ça permet aux personnes derrière de mieux participer ou de participer. Après, la participation, elle est protéiforme. Elle peut s'exercer dans le cadre des droits individuels, elle peut s'exercer dans le cadre des droits collectifs. Et puis aujourd'hui, de plus en plus, ça va aussi au-delà. Et la participation, elle peut être dans les soins, dans l'accompagnement, dans les recherches, dans les formations en santé. On va évoquer tout ça, parce que ça, c'est un très vaste sujet. On va l'évoquer quand on va évoquer cette question de la paire aidance. Robert Fischer, moi, je voudrais vous faire réagir déjà à cette première analyse d'Olivia sur cette fameuse définition de la démocratie en santé. Olivia insiste particulièrement justement sur la participation des personnes concernées de manière effective. Est-ce que vous rejoignez cette analyse-là, et ça serait... Pour vous, ça serait quoi votre définition de la démocratie en santé? Oui, je n'ai pas tout de suite parlé de la participation parce que je sais qu'on en parlera tout à l'heure. On va pas arrêter d'en parler. Voilà, du coup je me suis pas focalisé dessus en tout premier. Et je ne me suis pas non plus focalisé sur les droits, même si je sais que j'ai des collègues à moi qui sont un petit peu militants, qui en parlent beaucoup à Sud, notamment en addicto. Moi, j'ai plutôt regardé ça sous l'angle, parce que comme je vous l'ai dit en préparant l'émission, c'est pas un terme que j'utilise beaucoup, la démocratie en santé, c'est pas un terme que j'entends beaucoup par les personnes concernées, je crois même que la plupart ne le connaissent pas. Mais du coup, je suis parti sur le pouvoir.
puisque la démocratie c'est un mot politique, je suis parti sur le pouvoir dans le sens que la question que je pose c'est est-ce que quand j'accompagne quelqu'un dans ses soins, est-ce que je pense qu'il faut que j'exerce un certain pouvoir sur lui? Si la réponse est oui, alors pour moi il n'y a pas de démocratie en santé. Quand je parle de pouvoir, je ne parle pas d'un pouvoir physique. Il ne s'agit pas de forcer les gens à faire quoique. Il y a des, ça peut arriver. En santé mentale, en psychiatrie, ça peut arriver, des contentions, des choses comme ça. Je parle d'un pouvoir de partage de connaissances. C'est-à-dire que si moi je viens dans une structure, dans un établissement où je viens me soigner, est-ce que mon savoir a autant de valeur que le savoir du médecin, du psychologue, d'un éducateur, d'un infirmier, etc. Et surtout la prise en charge, l'accompagnement qui va en découler, va-t-il prendre en compte mon savoir à moi, mes connaissances à moi en tant qu'usager ou non? Bien sûr. Et c'est là que on a tous vécu cette expérience à l'hôpital d'être un peu complètement impuissant avec des gens qui nous manipulent, etc. Et on ne sait pas comment faire valoir nos attentes, nos aspirations. Ça peut arriver, ça arrive à chacun d'entre nous. Voilà. Je voulais revenir quand même sur cette fameuse loi du 4 mars 2002 sur la démocratie sanitaire, parce qu'elle n'est peut-être pas parfaite cette loi, mais au moins elle a posé une base il y a maintenant 20 ans, et elle avait pour objectif de mieux prendre en compte la parole du patient. Alors est-ce que ces objectifs ont été atteints? Pour le savoir, je voudrais que nous écoutions Jérôme Voiturier, directeur général de l'UNIOPS, un spécialiste du sujet. On l'écoute et puis on reprend notre discussion. Ce qui est important dans cette loi de droit des malades, c'est surtout les droits individuels. On a un panel de droits individuels qui ont été créés. Et je pense qu'on doit aller plus loin. On doit aller plus loin sur des droits collectifs. Il faut attendre la loi Hamon de 2014 sur les class actions ou les actions de groupe pour pouvoir permettre aussi une représentation de groupes sur les questions de santé. On doit certainement améliorer également la formation initiale des professionnels, des futurs professionnels de santé, leur donner plus de compétences dans l'écoute, dans la prise en compte de la volonté du patient. On a certainement aussi à faire des progrès sur le droit des aidants. La fragilité de cette loi, on l'a bien vu pendant la pandémie, c'est aussi qu'elle n'est pas encore totalement maîtrisée, acculturée par les professionnels de santé. Donc il y a aussi un gros travail, c'est pour ça que je reviens sur la formation initiale des futurs médecins, des futurs professionnels. Alors Olivia, je voudrais rebondir sur l'analyse de Jérôme Voiturier, directeur général de l'UNIOPS. Donc 20 ans après cette loi du 4 mars 2002, quel est l'état de notre démocratie en santé du point de vue de la participation des personnes concernées? Je crois que vous avez récemment, ou il y a quelques mois, écrit un ouvrage sur cette question. Donc voilà, quelle est votre analyse justement sur l'état de cette fameuse démocratie en santé? J'aurais été plus optimiste si vous m'aviez posé la question il y a 3 ans. C'est vrai que la crise sanitaire a été un peu un choc pour l'ensemble des acteurs intéressés par cet enjeu, parce qu'elle s'est trouvée complètement arrêtée. Les patients étaient pas associés, les familles les droits. Les personnes âgées en EHPAD, les familles, on les a complètement méprisées. La gestion des deuils, etc. Tous les droits tout à fait. dont il était question là ont été bafoués et les droits collectifs complètement à l'arrêt. Alors ça, c'est inquiétant parce que ça révèle quoi? Ça révèle que les automatismes ne sont pas là, qu'à la moindre occasion, et donc que les acteurs de terrain ne se sont pas appropriés les fondements, c'est-à-dire pourquoi on fait ça au-delà de la norme. Et en fait, pourquoi on fait ça? On fait ça d'abord pour des raisons morales, parce que c'est juste moral de faire avec les personnes concernées. Rien sur nous sans nous. Bien sûr. Voilà. Et aussi, mais secondairement, je dirais, parce que en tout premier, c'est moral, et secondairement, c'est aussi pratique parce que ça sert à ce que les personnes s'approprient les interventions qui leur sont proposées, qu'elles y adhèrent. Et donc ça sert à une plus grande efficacité aussi peut-être du soin. Absolument. Tout à fait. Absolument. Donc là, on a franchement une zone d'inquiétude. En revanche, à côté de ça, on peut quand même dire que la démocratie en santé est
vraiment vivante, parce qu'elle est particulièrement en train de se réinventer en ce moment. Il y a des formes de participation, ça justement j'en parle beaucoup dans mon livre, qui sont nouvelles. L'arrivée des médiateurs de santé pairs, la professionnalisation des pairs, on va le voir en détail, dans les soins, les patients qui s'engagent dans la formation médicale comme enseignants. Donc dans la recherche aussi, je crois qu'il y a dans la recherche, il y a de plus en plus de recherche participative. Voilà. Alors là où on a encore un effort à faire, à mon avis, c'est l'inclusion. Voilà, penser une démocratie plus inclusive. Des personnes, des voix qu'on entend le moins. Alors je dis pas ça pour qu'on fasse sans que ceux qui s'expriment à l'heure actuelle. En fait, c'est un domaine où c'est jamais l'un à la place de l'autre. C'est-à-dire que c'est pas les usagers à la place des professionnels de santé, c'est pas les personnes qu'on n'entend pas à la place de ceux qu'on entend. Non, c'est en plus. Tout est en plus, en fait. Il s'agit de maximiser le nombre de voix. Et ça, c'est vrai qu'on a encore du mal à faire de la participation avec ces personnes avec ces voix plus faibles. Très bien. Robert, est-ce que vous souhaitiez réagir justement par rapport à cette analyse entre espoir, inquiétude? Est-ce que vous êtes plutôt sur le registre de l'inquiétude ou de l'espoir? Oui, moi je suis sur le registre de l'espoir, étant médiateur de santé. C'est bien. Je vais mettre un petit bémol parce que il faut juste faire attention. Parfois, je peux dans mon discours être un petit peu pessimiste, mais c'est pour juste tirer la sonnette d'alarme. Bien sûr. Et moi, ce que je perçois sur le terrain, c'est que trop souvent, ce qu'on appelle la participation des usagers, donc des personnes concernées, est organisée par les professionnels en fonction des besoins des professionnels. Du coup, là déjà, à mon avis, il y a un truc qui cloche. C'est-à-dire que tout de suite, on met un biais et en fait, on n'est pas sur une participation globale, mais juste qui répond à la question des professionnels, d'accord? C'est ça. Et c'est eux qui invitent les usagers. Ils font ça sur leur temps de travail. Les usagers, le font sur leur temps perso. Bénévoles. Tout ça crée des inégalités qui déjà, de base, on parle pas, on n'est pas à égalité. Et puis ça peut servir d'alibi. Cette loi, les CVS, je vois bien qu'en fait les gens viennent, disent des choses, ça ne change strictement rien sur le terrain, il n'y a aucune incidence. L'autre jour, je discutais avec une jeune éducatrice qui était très fière de me dire que dans sa structure, la participation marchait très bien, qu'ils organisaient une soirée pizza une fois par semaine, et donc ils offraient une bière aux gens qui venaient très nombreux. Mais je veux dire, j'ai rien contre les pizzas, c'est très sympa, je veux dire, d'organiser, mais qu'on ne me dise pas que ça, c'est être au top de la participation des gens. C'est vrai qu'on a le sentiment des fois qu'on confond un peu la coquille et le contenu, en fait. À partir du moment où la coquille existe, des fois on s'en contente et on ne cherche pas à savoir quel sens ça a, c'est ça? Absolument, ça devient un alibi. Très bien. Alors, Olivia, vous avez évoqué plusieurs pratiques émergentes, notamment cette fameuse paire aidance j'ai eu l'occasion de la vérifier, de l'observer dans divers reportages, et c'est une formule formidable. Elle s'est beaucoup développée dans le champ de la santé mentale. Moi, je voudrais, puisque vous êtes médiateur pair en santé, est-ce que vous pouvez nous expliquer justement, pour que nos spectateurs le comprennent, quels sont les bénéfices justement de la paire aidance si on se situe dans cette perspective justement de participation des personnes concernées et de vitalité de la démocratie en santé? Alors, il y a beaucoup de bénéfices, je ne vais peut-être pas tous les citer, je vais en focaliser quelques-uns parce qu'Olivia va compléter. Mais le principal pour moi, c'est que les pairs aidants, quel que soit le domaine dans lequel ils exercent, c'est le fait d'être visible. Je m'explique. Quand je dis ça, par exemple, quelqu'un comme moi, qui a eu tout un parcours d'addiction et un parcours de soins en addictologie, une fois que je me rétablis, une fois que je vais mieux, qu'est-ce qui se passe? Je sors du système de santé, je sors du parcours de soins et je disparais. Et plus personne ne me voit. Et qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que les professionnels voient? Qu'est-ce que les autres personnes concernées voient? C'est les gens qui reviennent, c'est-à-dire qui vont toujours pas très bien, pas assez bien, qui rechutent, etc. Et ça, à force, ça crée du désespoir et ça fait que les gens n'y croient plus. Or, quand on engage un père aidant, quand on voit quelqu'un qui s'est rétabli, qui va mieux, qui est là, qui est présent et qui est visible et qui incarne ce rétablissement dont on parle tellement, pour moi, la plus-value, la plus importante, c'est celle-là. Donc, vous êtes vecteur d'espoir pour les personnes actuellement malades, mais aussi peut-être aussi pour les professionnels qui voient aussi les résultats potentiellement positifs de leurs efforts. Et pour les proches. Et pour les proches de ces personnes, donc effectivement pour tout le monde, finalement. Très bien. Olivia, est-ce que vous souhaitiez rebondir justement sur ces fameux bénéfices de la paire aidance?
peut-être ajouter quelque chose, c'est le fait que c'est pas nouveau la paire aidance. La paire aidance, elle existe de manière informelle. Tout le temps. On se tourne tout le temps vers un collègue de travail quand on est en difficulté. On est en plein divorce, on va appeler quelqu'un qui est passé par ça. On vit un deuil, on va se tourner vers quelqu'un qui a vécu ça pour savoir combien de temps on va être aussi mal. Donc voilà, cette paire aidance, elle est partout. Et en santé mentale ou dans l'addiction, elle existe. Et dans toutes les pathologies d'ailleurs, elle existait au sein des associations qui fonctionnent principalement grâce à cette paire aidance informelle. Ce qu'il y a de nouveau, c'est de convoquer la paire aidance, les leviers de la paire aidance au sein des soins à côté de l'offre, enfin en complémentarité avec de l'offre plus classique. Donc de convoquer ces leviers qui sont l'identification réciproque, qui sont la crédibilité particulière de celui qui est passé par là. Et effectivement, pour des bénéfices qu'on connaît très bien. Alors, s'il y a un domaine où on connaît bien les bénéfices, parce que comme on en est à la professionnalisation, vous pensez bien que la professionnalisation, elle n'est pas arrivée du ciel et qu'il a fallu s'appuyer sur beaucoup de données probantes pour montrer que ça marche. Et donc, c'est vraiment un champ qui a été particulièrement évalué. Et ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, ça permet que l'équipe de soins et tous les acteurs, enfin toutes les personnes, effectivement, voient concrètement un rétablissement. Voilà, ils ont un collègue en rétablissement, ce qui n'est vraiment pas rien. Et puis, ça permet qu'ils s'assurent au quotidien que leurs soins soient respectueux de la dignité, de l'autonomie des personnes. Ils peuvent aussi trouver de la réassurance, j'imagine, auprès de vous. Et puis, alors là, on a même eu des recherches randomisées, tout ce qui est de plus classique, qui ont montré les bénéfices, alors là, en termes de réduction de symptômes, en termes de réduction de la durée d'hospitalisation, en termes de moins de réhospitalisation aussi. Donc on a aussi des données vraiment dans ce qui compte vraiment pour le milieu professionnel. Même si j'ai beaucoup aimé aussi ce que vous avez dit, ce qui compte pour les usagers est très souvent un peu décalé et que c'est important d'articuler en fait ce qui compte pour les uns et ce qui compte pour les autres. Tout à fait. On va prendre une question internaute, une question d'Isabelle qui rejoint un peu justement ce qu'on a pu dire sur la paire aidance, mais on va essayer peut-être d'avoir une approche un peu plus globale. En quoi la participation des personnes concernées peut contribuer à améliorer l'ensemble de notre système de santé, Je voudrais donner la parole à Olivia sur cette réponse qui va peut-être servir de conclusion à la séquence. Déjà rappeler les fondements, les fondements moraux. Donc déjà tout ce qui, si on agit moralement, c'est déjà un bénéfice pour notre système et notre vie, pour le vivre ensemble. Et la morale n'est pas anecdotique. Voilà, tout à fait. Absolument. Ensuite, au niveau des effets, qu'est-ce que ça apporte? Bon, déjà, c'est domaine par domaine ou action par action, ça va être un peu spécifique, mais si je devais rassembler l'ensemble, je dirais que l'objectif, c'est d'améliorer l'expérience des personnes qui sont dans ce système de santé et peut-être en particulier l'expérience des plus vulnérables d'entre eux. Je pense que c'est autour de ça qu'on va que tous les programmes, tous les projets, toutes les actions de participation se rassemblent. Alors après, je vous disais, plus finement, par projet, on peut avoir des objectifs contributifs de ce gros tout. Par exemple, dans mon université, l'Université Sorbonne Paris-Nord, on a créé des programmes de patients enseignants dans la faculté de médecine. On va avoir un programme qui va être consacré à développer l'empathie des étudiants. On a un autre programme qui vise à ce qu'ils améliorent la mise en œuvre de l'approche centrée sur les patients. Enfin, voilà, donc je dirais chaque projet a des objectifs peut-être plus précis, plus petits, mais qui voilà. C'est une espèce de pierre à l'édifice globalement. De ce gros tout qui vise à améliorer l'expérience de chacun dans les parcours, de soins et d'accompagnement. Et comme je le disais, et en particulier celui des plus vulnérables d'entre nous, parce que toutes les personnes engagées, vraiment, ont particulièrement ce souci-là. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Très bien.
Un petit mot de conclusion justement sur cette question très globale, en quoi, quel peut être l'apport des personnes concernées justement pour améliorer l'ensemble de notre système? Un peu comme vient de le dire Olivia, c'est elles qui font l'expérience de ce parcours de soins. Donc je ne vois pas comment on peut faire l'économie de ne pas leur demander leur avis, puisqu'elles peuvent, elles, directement parler de quelque chose qu'elles ont vécu, contrairement à ceux qui accompagnent, qui entourent ce parcours. Et puis, c'est pour moi, dans la participation des personnes concernées, ce qui est important aussi, c'est de créer un décalage dans la posture. C'est-à-dire que quand moi, je venais, par exemple, donner mon avis, quand je n'étais pas encore médiateur, mais que j'étais simplement une personne concernée, je venais donner mon avis et je voyais qu'ensuite, les choses changeaient dans la structure où j'étais suivi. C'est important, ça. Du coup, ça me donnait envie de revenir et de dire mon avis, parce que je voyais qu'il y avait un impact direct ensuite sur le terrain. Et en plus, dans ma posture, et vu que je faisais ça avec une équipe avec laquelle je m'étais soigné, je voyais que du coup je devenais une sorte de collègue par rapport aux autres et on essayait d'améliorer. On avait un projet commun, c'est d'améliorer la vie de la structure dans plein de domaines. Du coup, je n'étais plus une personne concernée qui était accompagnée, mais un partenaire, un collègue avec qui on parlait et on essayait d'améliorer les choses. Et puis juste voilà pour faire un petit mot là pour la fin, j'avais prévu un petit mot un peu drôle, parce que j'avais entendu il y a longtemps un dicton qui disait que la guerre était une affaire beaucoup trop sérieuse pour la laisser aux mains des militaires. Oui. Et je me dis que c'est la même chose pour la santé. La santé est une affaire beaucoup trop importante pour la laisser juste aux mains des soignants, mais que c'est à tous de la prendre en main et d'en faire quelque chose d'un peu plus sympa et de meilleur pour tous. Voilà. Très bien, je vous remercie beaucoup, Olivia Robert. Nous avons bien pris conscience donc, tout au long de cette émission de la nécessité de repenser notre système de santé pour qu'il bénéficie au plus grand nombre, tout en misant sur la prévention et bien sûr sur la participation, on en a parlé. Autant d'enjeux que devra prendre en compte le gouvernement dans les mois à venir. Je voudrais à présent remercier tous les techniciens et les équipes de l'UNIOPS, ainsi que celles du Crédit Coopératif pour leur aide et leur soutien, mais aussi Harmonie Mutuelle ESS, notre partenaire pour cette émission. Je salue également la participation de plus en plus importante de nos spectateurs et vous signale que notre prochaine émission aura lieu le 12 décembre et portera sur la question de la jeunesse. Encore une fois, un très vaste sujet. En attendant, vous pouvez accéder à tous les replays de l'émission en vous rendant sur notre chaîne YouTube. Merci encore pour votre attention et bonne journée sur Solidarité TV.